Qui donc est la star? La comédienne Nastasia Kinski ou l'ours blanc? Ou alors ce sont les Yes Men qui une fois de plus font parler d'eux. Leur nouveau cheval de bataille est un ours, une espèce en voie de disparition à cause du réchauffement climatique. Les Yes Men ne sont jamais à court d'idées pour sensibiliser l'opinion aux causes qui leur semblent justes. Ils ont même créé des ballons individuels pour qu'on puisse échapper à la montée des eaux. Une idée absurde, faite pour marquer les esprits. Les Nations Unies estiment que chaque année, 400 000 personnes meurent à cause du changement climatique. Ça signifie que nous commettons des meurtres de masse avec notre manière de vivre et notre système. Nous devons changer de système. En fait, nous interpellons les gens et leur demandons « Voulez-vous être un meurtrier de masse ou non ?» Il y a d'autres moments dans l'histoire où les gens ont volontairement ignoré les assassinats qui se déroulaient sous leur nez. Et nous sommes à ce moment-là. Nous savons et nous n'agissons pas. Le message est radical et inlassablement répété par les Yes Men. Leur dernier film revient sur 20 ans d'activisme avec quelques scènes d'anthologie où ils se font passer pour d'autres et où ils annoncent par exemple la fin de l'exploitation pétrolière par les industries américaines. This is not an official U.S. Chamber of Commerce event. I don't know what pretenses you're here, but this is a fraudulent press activity and a stunt. Who are you really, sir? Do you have a business card? Are you with the U.S. Chamber? I do. Can I see your business card? Can I see yours? Are you here representing the U.S. Chamber of Commerce? Yes, I am. Okay, well, I work there, and you do not look familiar to me at all. Cette action a déclenché une cacophonie médiatique et politique. Obligeant les autorités à faire marche arrière sur un certain nombre de projets liés à l'exploitation pétrolifère du Grand Nord. Mais rien n'est gagné, le combat continue. Well, joining us live from Paris now is Jude Finisterra. He's a spokesman for Dow Chemicals, which took over Union Carbide. Good morning to you. A day of commemoration in Bhopal. Do you now accept responsibility for what happened? Steve, yes. Today is a great day for all of us at Dow, and I think for millions of people around the world as well. It's 20 years since the disaster, and today I'm very, very happy to announce that for the first time Dow is accepting full responsibility for the Bhopal catastrophe. We have a $12 billion plan to finally, at long last, fully compensate the victims, including the 120,000 who may need medical care for their entire lives, and to fully and swiftly remediate the Bhopal plant site. Now, when we acquired Union Carbide 3 years ago, we knew what we were getting, and it's worth $12 billion. $12 billion. We have resolved to liquidate Union Carbide, this nightmare for the world and this headache for Dow, and use the $12 billion to provide more than $500 per victim, which is all that they've seen, a maximum of just about $500 per victim. It is not plenty good for an Indian, as one of our spokespersons unfortunately said a couple of years ago. In fact, it pays for 1 year of medical care. We will adequately compensate the victims. Furthermore, we will perform a full and complete remediation of the Bhopal site, which, as you mentioned, has not been cleaned up. When Union Carbide abandoned the site 20 years ago, or 16 years ago, they left tons of toxic waste, which continues, the site continues to be used as a playground by children. Water continues to be drunk from the groundwater underneath. It's a mess, Steve. And it's a mess, certainly, Jude. That's good news that you have finally accepted responsibility. Some people would say too late. It's 3 years, yes. Almost 4 years on. How soon is your money going to make a difference to the people in Bhopal? Well, as soon as we can get it to them, Steve. We've begun the process of liquidating Union Carbide. This is, as you mentioned, late, but it's the only thing we can do. When we acquired Union Carbide, we did settle their liabilities in the United States immediately. And we are now, 3 years later, prepared to do the same in India. We should have done it 3 years ago. We are doing it now. I would say that it's better late than never.
And I would also like to say that this is no small matter, Steve. This is the first time in history that a publicly owned company of anything near the size of Dow has performed an action which is significantly against its bottom line simply because it's the right thing to do. And our shareholders may take a bit of a hit, Steve, but I think that if they're anything like me, they will be ecstatic to be part of such a historic occasion of doing right by those that we've wronged. And does this mean you will also cooperate in any future legal actions in India or the USA? Absolutely, Steve. One of our non-financial commitments is to press the United States government to finally extradite Warren Anderson, who fled India after being arrested in 1984. He posted $2,000 bail on multiple homicide charges and fled India promptly. We are going to press the United States government to extradite Mr. Anderson, who's living in Long Island, to India to finally face the charges. And I believe they may be lenient. We're also going to engage in unprecedented transparency. We're going to release, finally, the full composition of the chemicals and the studies that were performed by Union Carbide shortly after the catastrophe. This information has never been released, Steve, and it's time for it to be released in case any of that information can be of use to medical professionals. And finally, we're going to fund research. Any interested researcher can contact Dow's Ethics and Compliance Office. We are going to fund, with no strings attached, research into the safety of any Dow product whose safety, many competent scientists have raised significant doubts about many Dow products, and we do not want to be a company that sells products that may have long-term negative effects on the world. This is a momentous occasion, and our new CEO, Andrew Liveris, who's been our CEO for just a month, less than a month, has decided to take Dow in this unprecedented direction. Jude, we will leave it there. Thank you for joining us. Just to reiterate what Jude Finisterra, the spokesman for Dow Chemicals, has just said. He says Dow Chemicals now fully accept responsibility for the events in Bhopal 20 years ago, and they will cooperate in future legal action.
Eh bien, merci à toutes et à tous pour être présents. C'est samedi matin à notre session de fin de ces 3 jours autour de la Smart City humaine, la ville vivante. Donc, je remercie bien sûr vous tous et nos intervenants. Jalu Misika, ici présent, Saskia Sassen qui arrive donc de Londres à l'instant même, Edgar Morin qui nous accompagne. Et je salue donc Milad Deuil qui, dans cette dernière séquence, on va entamer un dialogue, on va poser quelques questions autour du sujet qui est le fil conducteur des travaux de ce forum, la ville humaine, avant que la ville siliconée. Mais le digital fait partie de ce que nous vivons donc de manière massive et dans ce 21e siècle. Et Milad, donc, je te présente rapidement, puisque tu es aujourd'hui donc à Paris, après avoir séjourné au Canada, et tu es titulaire de la chaire Humanisme numérique, qui a été créée à l'université Paris-Sorbonne, Paris 4, et tu diriges également un LabEx, dans lequel tu développes ta recherche en étant passionné et spécialiste de l'histoire des religions, avec un regard et une acuité particulière sur le 21e siècle, le numérique. Donc, si cette introduction te convient, bien sûr, merci. Par rapport à tes travaux, j'ai souhaité évoquer un préambule dans ton dernier livre, puisque tu évoques au XXIe siècle une nouvelle révolution humaniste. Tu parles d'une 4e révolution humaniste, et donc pour se mettre donc dans les débats, je voudrais que tu nous rappelles aux uns et aux autres donc ce que tu entends par cette nouvelle révolution humaniste qui se déroule aujourd'hui au XXIe siècle. Oui, tout d'abord, un très grand merci pour l'invitation et pour l'introduction, et pour aller vite, parce que je sais qu'on est un peu en retard. Ce que j'ai essayé d'identifier comme l'humanisme numérique, qui a pu paraître comme une provocation, une contradiction, c'était plutôt d'essayer de penser les mutations qui sont portées et habitées par le numérique ou le digital dans la longue durée, et surtout dans un contexte qui était celui des réflexions de certaines des grandes figures du XXe siècle, on va dire qu'ils soient des philosophes, anthropologues ou autres. Dans ce cas-là, j'ai opté pour la version qui était celle de quelqu'un qui a été souvent identifié comme anti-humaniste, Claude Lévi-Strauss, qui, de manière assez frappante dans ses réflexions sur les liens entre la technique et les sciences humaines et sociales, a beaucoup insisté sur 3 moments fondateurs ou importants dans l'histoire de l'Occident qu'il a identifiés comme humanisme. L'humanisme le plus classique, celui de la Renaissance, qu'il identifie comme aristocratique, celui du 19e qui est exotique et bourgeois, celui du 20e qui est le sien et qui est surtout identifié comme démocratique. Alors en essayant tenter d'y voir dans cette description de Lévi-Strauss une évolution politique. À mon avis, c'est une erreur, parce que la dimension démocratique, c'était surtout le retour de l'oral et du mythe dans la considération des sciences humaines et sociales. Et il m'a semblé que dans cette évolution, qui est en effet une évolution de notre rapport à la fois avec le document et avec la technique, il est peut-être légitime et pertinent de proposer un 4e humanisme qui serait celui du numérique. Dans ce contexte-là, le numérique, il est intéressant dans sa forme humaniste, parce qu'il dépasse les définitions traditionnelles, et surtout parce qu'il est en train de convertir les 3 premiers à sa façon, que ce soit du côté du patrimoine, des archives et de l'histoire, que ce soit du côté de l'espace urbain comme on le voit ici, que ce soit également du côté du retour des pratiques du corps avec la voix, le tactile, l'ubiquité, le déplacement et ainsi de suite. Et c'est cette formulation-là que j'ai essayé de travailler sous l'angle de l'humanisme numérique. Milad, on a dit trois questions à Milad Deuil. Donc la deuxième question aujourd'hui, nous vivons une période très douloureuse, en particulier à Paris. Nous sommes en deuil. Et on parle donc également des civilisations, d'affrontements entre civilisations. Et tu parles également donc du numérique comme une nouvelle civilisation également. Tu parles du numérique comme cette modification des regards entre les objets, les valeurs et les relations humaines. Donc à cette heure, on va dire, grave, où les humains perdent par le fanatisme
donc des repères et des valeurs. Comment tu nous présentes cette notion de civilisation et à l'égard également des mythes et des religions, objets de fanatisme qui nous assaillent aujourd'hui? J'ai essayé de dire que ce qui était important pour moi, c'est de distinguer entre informatique et numérique ou digital, parce que l'informatique, c'est une science, c'est une industrie, et la dimension culturelle et sociale qui est portée ou désignée par l'expression ou bien digitale ou numérique. Et dans ce cadre-là, c'était pour essayer de démontrer qu'il y a une évolution de notre conception de la civilisation sans entrer dans les débats byzantins, comment définir une culture ou une civilisation, à la fois dans sa dimension et son échelle mondiale ou globale, et surtout, et c'est là où on va revenir à ta question, avec un retour très très fort du local et du territorial, qui depuis quelques années est devenu assez puissant, que ce soit par les usages de la proximité, du voisinage et ainsi de suite. Mais la question qui est peut-être aujourd'hui celle que tu poses, c'est-à-dire comment se situer vis-à-vis ce qu'on a appelé du côté américain avec les néoconservateurs, le conflit ou la guerre des civilisations. À mon avis, c'est un piège et un leurre. Il faut essayer de sortir de cette logique ou bien binaire qui va essayer d'opposer que ce soit des orientations, on va dire, religieuses, théologiques ou autres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment, des deux côtés, si on peut accepter, il y a deux côtés, il y a des similitudes qui se mettent en place dans une certaine forme asymétrique de relations qu'il faut étudier et dans lesquelles, dans le contexte duquel, le numérique joue un rôle important, mais pas nécessairement le plus déterminant. Et là, je crois, on aura pas mal de choses pour revenir sur l'histoire des religions, et puisqu'il y a des choses à revisiter, que ce soit du côté, on va dire, de l'islam, ou bien du côté qui est le nôtre également. Mais là, dans ces mondes ubiquitaires du XXIe siècle, on voit émerger donc, cette vision qu'on appelle le transhumaniste également, donc la transcendance de l'humain, et l'humain vu également comme un mélange vital entre l'homme, la machine, le silicium. Toi qui porte les valeurs profondes donc, de cette humanisme numérique avec une place très forte de l'humain dans ces territoires, dans l'hyperproximité, comment tu situes ta vision par rapport à ces concepts des transhumanismes? Effectivement, la pensée transhumaniste, elle est polyphonique, elle est multiple, elle est très très diverse et qui, à mon avis, mérite un vrai dialogue à la fois politique et philosophique avec certaines de ses orientations, surtout qu'elle se présente le plus fréquemment comme l'héritière du siècle des Lumières et des philosophies des Lumières. Je crois, à mon sens, il y a certaines dimensions utopiques, il y a d'autres dimensions qui sont politiquement très complexes, parce qu'il y a des orientations, surtout du côté européen, moins du côté américain, qui sont les héritiers du fascisme, qui se sont transformés en transhumanistes, mais néanmoins, elles posent deux questions, à mon sens, qui sont fondamentales. La première, c'est celle du statut de l'autonomie, dans sa définition des êtres culturels numériques émergents, et la manière dont on doit penser les relations entre l'humain, dans ces modalités de délégation avec ces êtres numériques qui émergent, que ce soit des robots qui vont assister pour des questions de santé ou bien d'autres dimensions qui sont de l'ordre de la domotique, de la ville intelligente. Et au-delà de là, il me semble, cela nous invite à revenir sur l'héritage conflictuel du siècle des Lumières vis-à-vis l'actualité qui est celle des pratiques autorisées par le numérique. Parce qu'on a souvent, à mon sens, on est allé trop vite en disant on est en train de vivre l'aboutissement des Lumières. Il me semble que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt un héritage très très conflictuel. Et la pensée transhumaniste nous invite à revisiter et formuler de manière beaucoup plus précise et discuter comment se situer. Et finalement, effectivement, avec la pensée transhumaniste, quand même, qui est très, très intéressant du point de vue scientifique. Rappelons-nous quand même, ce sont les héritiers de John von Neumann. C'est pas juste le New Age de la Californie du Nord qui s'est emparé. Et pour moi, quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de religion, il y a un certain oubli de l'Occident, parce qu'il y a un recours au polythéisme asiatique pour l'opposer au monothéisme occidental, en souvent oubliant quand même que l'Occident, il a toujours eu un polythéisme très très remarquable en Grèce et à Rome, et je crois que c'est quelque chose, une invitation à échanger plutôt à quelque chose qui doit nous inquiéter. La dernier point, je dirais, j'ai déjà écoulé les trois questions, mais je voudrais finir pour faire la transition avec Edgar Morin et Saskia Sassen. On parle de l'humain, on parle de sa vulnérabilité, de sa fragilité. Je parle souvent de la fragilité de nos villes et de nos territoires.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette vision de l'humanisme numérique quand nous touchons de près dans nos vies la vulnérabilité et la fragilité de l'humain dans nos territoires? Ce qui est intéressant avec le numérique, il nous a rappelé, après une première période, on va dire utopique, le retour vers l'humain d'une façon complètement insoupçonnée. Et je crois que c'est là où on peut retrouver, c'est ce que j'essaie de faire dans mes recherches et mes travaux, dans la suite surtout de recherches de quelqu'un comme Leroi-Gourhan, qui me semble avait remarquablement bien formulé, non pas juste l'extériorisation, la linéarité du rapport entre l'humain et la technique, mais surtout la façon dont on se construit toujours par des mythes de vulnérabilité, et qui, selon lui, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui peut répondre à plusieurs des questions, d'une structure, on va dire, trinitaire, puisqu'on était dans la trinité des questions, entre barbares, civilisés et sauvages. Et la question que je me pose pour répondre à la vulnérabilité de l'humain, c'est l'importance du sauvage. Parce que c'est le sauvage qui fait bouger la machine, qui fait la basculer, que ce soit du côté systémique ou que ce soit du côté individuel, et qui permet toujours aux civilisés de revisiter leur notion de civilisation. Et pour terminer, je ne vais pas être trop long, je dirais qu'aujourd'hui, cette dimension de fragilité, de vulnérabilité, nous rappelle quand même que les geeks, on va aller très vite, étaient les sauvages de nos sociétés jusqu'à tout récemment, et sont en train de nous civiliser. Sauf on n'est plus les sauvages qui habitent des contrées lointaines, on est en pleine ville, intelligente j'espère, et très humaine. Eh bien, c'était 3 questions à Ahmed Abdouheli, devenues 4 questions à Ahmed Abdouheli. Merci à tous.